Peut-être on fait une petite pause. On peut attendre 2 secondes. Tant que les enfants passent. Parce que les enfants, ça a la voix qu'ils portent. Je me demandais ce que j'étais en train d'entendre. Non. Non, le public est très silencieux ici. Tu peux applaudir parfois. J'adore ce que tu dis. Ouais. Ça fait que 12 000 fois que j'entends parler de ta thèse. T'inquiète, j'étais pas là à la soutenance. Tu peux répéter. J'ai dormi tout le long. On peut rajouter que tu m'as pas remercié à ta thèse. Aïe. Aïe. Twitch. Aïe, Coup ça, dur. Coup dur. Coup dur pour le joueur français. Il s'en était si bien sorti jusque-là. Je suis en train de réfléchir. Je sais plus si je l'ai fait. Dans la panique, je sais pas si je l'ai fait. Si, tu l'as fait. Non, mais en fait, c'était si évident pour moi que. Ça se Ah tient. ouais. Non, je l'entends, mais si elle m'avait pas remercié, j'aurais ragé aussi, je pense. T'inquiète, je m'en suis pris plein la gueule. Je me serais juste raclé la gorge très fort pendant le. Je suis au premier rang. Genre, s'il te plaît, fais un effort. Je suis la seule personne qui a pas dormi. Juste concentre-toi. Bon, let's go. Quand tu veux, allez. Ready? Et bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon co-animateur Loïc. Comment ça va? Ça va super. Je suis pas du tout fatigué. Je commence pas du tout tous les podcasts comme ça. C'est vraiment le running gag. Exactement. Je suis fatiguée. Non, ça va très bien. Je suis hyper content. En plus, c'est un épisode très important parce que je pense qu'on va sortir un mot qui va plaire à nos futurs investisseurs. Ça va investir à fond. Donc là, cet épisode est très important pour nous. Donc restez bien attentifs. Ce soir, on a la chance de recevoir quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Pas vous, mais nous, on le connaît un petit peu. Qui s'appelle Maxime Adolphe. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien. Moi, je ne suis absolument pas fatigué. Je reviens de vacances. Ouais. Donc, je suis rechargé bon, à bloc. C'est nickel. Il fait juste 5 degrés. C'est ça le seul problème qu'on a ce soir. T'as juste perdu 30 degrés en descendant de l'avion, quoi. Oui, tout à fait. La différence de température, 30 degrés. Terrifiant. Tu es aujourd'hui parce que tu es docteur. Tout à fait. Depuis 1 an, si je ne m'abuse. Et tu as fait ta thèse en sciences cognitives à l'université de Bordeaux. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux raconter là-dessus? Que tu étais sous la direction de Hélène Sauzéon et Pierre-Yves Oudaillé. Ouais. Je connaissais un Oudaillé, c'est pour ça que mon cerveau a commencé par un A, alors qu'il y a marqué un E très clairement. Et voilà, tu étais au laboratoire Bordeaux Population Health, que je ne connaissais pas. C'est celui qui est marqué sur ts.fr, mais je ne connaissais pas vraiment ce labo. C'était plus INRIA, du coup. Ouais. Mais c'est les montages. C'est qui qui a financé plus. Ok. Donc INRIA, qui est un laboratoire d'informatique, cognitique, tout ça. Ouais, informatique, automatique. Voilà. Tous les trucs en hic. C'est ça. Ok. Voilà. Pour moi, c'est ceux qui font de la tech en général. Ils font beaucoup de tech. Ils sont pas mauvais d'ailleurs. Ouais. Exactement. C'est pour ça que il va venir à Pint of Science dans Star Trek cette année. Oui. Ouais. C'est toi qui as demandé. Hein. Non. Moi, je t'ai noté. Tu te débrouilles après. Dis-moi, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait comme parcours avant ta thèse et comment t'en es arrivé à te dire tiens, j'ai fait ça, j'ai trop envie de faire une thèse? Alors, j'ai fait un parcours somme toute assez classique. J'ai fait d'abord une prépa, maths, physique principalement. Et à l'issue de la prépa, j'ai intégré une école qui s'appelle l'ENSC. C'est l'École nationale supérieure de cognitique, qui est située à Bordeaux. C'est une école qui s'intéresse beaucoup à l'humain et surtout à la manière dont notre compréhension de l'humain peut nous aider à construire des systèmes. Alors, soit pour que ces systèmes soient véritablement utiles et utilisés par des humains, soit pour que ces systèmes s'inspirent finalement du fonctionnement de l'humain. Et donc, typiquement, une des disciplines sur laquelle on travaille quand on fait de la cognitique, c'est l'intelligence artificielle. Le mot magique. Les investisseurs, écoutez. C'est bien, c'est maintenant. Est-ce qu'il faut le répéter plusieurs fois? N'hésite pas. Intelligence artificielle. Donc voilà, en fait, durant ces 3 années d'école d'ingénieur, on est formé à faire du facteur humain,
de la psychologie cognitive, un peu de neurosciences, de l'informatique et du coup un peu d'intelligence artificielle. Et moi, j'ai découvert ce sujet, disons, à partir de la 2e année. Et en fait, j'ai assez vite compris que c'était dans ce domaine-là que je voulais bosser. Parce qu'en fait, c'est une discipline qui peut être attaquée de plein de manières différentes. Et en ça, elle te permet de... Enfin, si tu es un physicien, tu peux envisager les problèmes comme un physicien. Si tu es un informaticien, tu peux le faire avancer comme ça. Tu peux être un mathématicien, tu peux être un psychologue, tu peux être un neuroscientifique. Et en fait, chacun va voir le problème à sa manière. Mais il y a une espèce de transdisciplinarité qui est intrinsèque à l'intelligence artificielle qui fait que ça rend le domaine... C'est un outil, en fait. C'est un outil que tu peux appliquer à plusieurs disciplines, quelle que soit la question que tu te poses. Alors, en fait, c'est un outil que tu peux appliquer à plein de disciplines différentes, mais c'est aussi fondamentalement une discipline qui elle-même englobe plein d'autres disciplines. Ok. Donc, c'est en ça que moi, j'ai trouvé le sujet hyper passionnant. Et donc, je suis parti en 3e année à l'université de Sherbrooke pour faire une spécialisation en intelligence artificielle, qui a confirmé en fait ce truc que c'était la discipline dans laquelle je voulais bosser. Et à l'issue de l'université de Sherbrooke, en fait, je savais au fond de moi que je voulais faire de la recherche, parce que globalement, j'avais jamais voulu choisir un métier, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et quand on m'a dit que faire de la recherche, c'était ne pas choisir d'une certaine manière, oui, putain, c'est merveilleux, quoi. Attends, tu me dis que tu peux faire un boulot où, genre, t'arrives le lundi matin, t'as envie de creuser une question pendant 5 jours d'affilée, tu creuses la question pendant 5 jours, le vendredi soir t'arrives, t'as rien produit, juste t'as exploré des trucs, et on te dit, c'est merveilleux. On continue comme ça. Bon, je vais signer pour ça, on va faire ça. Et donc, à l'issue de ma spécialisation en IA à Sherbrooke, je suis revenu en France et j'ai commencé d'abord un stage de recherche qui a mené à la thèse qui a suivi, quoi. Okay. Mais alors, le NSC, c'est que 3 ans, du coup ? Je croyais que c'était 5 ans. C'est 3 ans, mais tu sais, c'est comme c'est une école d'ingénieur. En fait, tu fais tes 2 années de prépa, puis ensuite, t'intègres l'école. Ah oui, d'accord. Et donc, t'intègres en 3e année, si on veut. Ok. Et le passage à l'université de Sherbrooke, il t'apporte un diplôme supplémentaire ou c'est juste pour valider ton cursus d'école ? Ouais, c'est une validation. En fait, c'est durant tes années d'école d'ingénieur, tu as la possibilité d'aller étudier ailleurs. Et là, en l'occurrence, ça ne conduit pas à un diplôme supplémentaire, mais par contre, moi, ça m'a apporté énormément parce que bon, tu voyages, c'est super. Et puis en plus de ça, c'est une autre façon aussi d'envisager le problème et en plus j'avais la chance d'être avec des gens super là-bas, quoi, donc super profs. Et il faut savoir que le Canada et le Québec en particulier, c'est un haut lieu de l'intelligence artificielle, et donc tu as accès à des profs d'un grand standing. Donc des potentiels collaborateurs après, quoi. Potentiellement, ouais. Ben, en fait, moi je voulais aller à l'université de Sherbrooke parce que je voulais aller travailler avec un chercheur particulièrement qui a eu la très bonne idée de partir au moment où je suis arrivé en septembre. Donc j'ai pas pu bosser avec lui, mais j'ai bossé avec du coup l'autre prof qui était avec lui qui était aussi super. Donc j'ai pas perdu grand chose. Normalement le NSC c'est plutôt professionnalisant. J'avais la sensation que dans votre promo c'était plutôt des gens qui étaient partis travailler à côté, pas forcément en thèse. Comment t'as trouvé ta thèse ? Est-ce que c'était un de tes profs ? Est-ce que vous avez des unités de recherche rattachées ou... Clairement, c'est plus professionnalisant qu'un master de recherche à l'université, ça c'est certain. Ensuite, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui, suite à l'ENSC ou suite à des écoles d'ingé, en fait, partent faire de la recherche. Alors, même qu'en fait, on est tout à fait préparé à ça. Pas de la même manière, probablement, que des gens qui sortent de l'université. Moi, j'étais clairement pas suffisamment sensibilisé à la manière dont on conduit de la recherche, comment on fait de la recherche. Mais ça t'apporte plein d'autres choses dans de la conduite de projet, dans la manière de t'organiser, et puis aussi à l'ENSC, comme c'est le cas dans plein d'écoles d'ingé, on a une conduite, c'est une pédagogie par projet. Donc souvent, on te met face à un problème, tu résous le problème tout seul pendant quelques semaines avec un groupe, et ensuite on t'apporte les connaissances pour résoudre le problème initial. Et donc, cette manière de faire, ça t'amène aussi à chercher par toi-même, à essayer d'être autonome. Et ça, c'est un truc que du coup, tu peux réutiliser quand tu arrives en thèse. Tu as complètement besoin dans la recherche, de toute façon. Oui, tout à fait. Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup mieux formé dans certains masters de recherche qu'en école d'ingé en soi, pour le métier de chercheur en tout cas. Non, pas pour la conduite de projet, ni pour la création de projet, mais je pense que pour la méthodologie et quel type de truc et les étapes, je pense un peu plus. Ok.
Ouais, clairement, moi, je savais pas ce que c'était qu'une revue systématique, une méta-analyse. Ouais. Non, je peux t'aider si tu veux. C'est ma spécialité. Je déteste, mais c'est ma spécialité. J'en ai écrit une après et Tu détestes? je n'en réécrirai plus. J'en ai 2 à faire en ce moment, j'ai envie de mourir. Pourquoi enfin, bon. Okay. Et donc, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, comme je savais que je voulais faire de la recherche, le premier stage que j'ai fait à l'ENSC, qui était le deuxième stage plutôt de deuxième année, c'était déjà un stage de recherche, mais là dans une équipe R&D, dans une société qui s'appelle OnePoint, qui a une antenne à Bordeaux, qui est une société de service et qui montait à cette époque-là une équipe de R&D. Okay. Et donc en fait, j'avais passé déjà 4 mois à faire de l'IA dans cette équipe-là. Je suis parti au Canada, et en fait, au retour du Canada, j'ai réintégré une autre équipe de recherche, donc là, cette fois-ci à l'INRIA, sur un projet qui est devenu par la suite mon projet de thèse. Et en fait, là, pour le coup, c'était vraiment... j'ai cherché sur Internet des équipes qui faisaient des choses en IA sur Bordeaux, parce qu'en fait, je voulais revenir sur Bordeaux. Et j'ai trouvé cette équipe Flowers, donc l'équipe de l'INRIA qui m'a accueilli, qui est une super équipe dont on va peut-être parler juste après, mais... Tu peux parler de ton équipe, il n'y a pas de souci. J'ai le droit d'en parler. Bien sûr. Je sais qu'en plus à l'INRIA, ils ont des super équipes. Et pour le coup... Avec des noms super aussi, genre Flowers. Mais maintenant, c'est Flowers, je crois, Cognitive Science. Je crois qu'ils ont rajouté ça parce que comme les équipes sont supprimées, ou plutôt sont mises à jour avec le temps qui passe, il fallait changer le titre, mais même si on a gardé les mêmes joueurs, quoi. C'est pas cette équipe où il y a Fabien Lotte? Non. C'est quoi le nom de son équipe déjà? Fabien Lotte, il est... le nom de l'équipe a changé en fait. Voilà. Très récemment, avant c'était Potioc. Ouais, voilà, Potioc. Mais ça te parle, Potioc? Oui. Il me semble que le nom de l'équipe vient de changer. Ok. De la même façon. Ok. On va partir sur la thèse. Tu vas nous parler un petit peu de concept et de tout ça. Ton titre, c'est Développement et évaluation d'algorithmes de personnalisation basés sur l'IA, donc l'intelligence artificielle pour les sponsors, pour l'entraînement de l'attention. Est-ce que, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, mais est-ce que tu peux nous définir ce que c'est l'intelligence artificielle? Je suis vraiment obligé? Ouais. Même avec des mots très simples. On peut s'arrêter là si tu veux, mais le podcast il est court, quoi. Parce que je pense qu'on met tous un peu, on a tous une idée préconçue de ce que c'est, et je pense qu'on est pratiquement tous dans le faux, sauf les gens qui travaillent vraiment dessus. Alors l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de méthodes qui vont permettre de produire des comportements dits intelligents. Et quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intelligence artificielle, ça va regrouper tout un tas de stratégies qui permettent, par le biais de machines, de répondre à des problématiques qu'on jugerait initialement impossibles à réaliser par des machines parce qu'elles sont dites intelligentes. Et là où il y a toujours un point d'attention, un point sur lequel j'insiste, c'est que les méthodes d'intelligence artificielle, selon moi, il vaut mieux les définir par la fonction qu'elles remplissent, ou par les fonctions qu'elles remplissent, plus que par la manière dont elles remplissent ces fonctions. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, quand on regarde l'algorithme qui est derrière une machine qui va produire un comportement donné, on peut se dire, mais c'est pas du tout intelligent. Par exemple, je sais pas, je veux développer un système qui va filtrer des spams, et puis l'algorithme que moi je vais écrire en tant que concepteur, en fait, il va regarder les différents mots qui sont contenus dans les mails. Il va avoir 45 arrobase, machin, des caractères qui n'ont rien à foutre là. Et puis il va dire, si je vois ça, alors je fais ça. Si ça a l'air d'être écrit par un gamin de 4 ans, ça dégage. Mais disons que je peux écrire un système assez simple qui suit des règles. Et quelqu'un qui est extérieur, qui va regarder les règles qui ont été écrites, il peut se dire, mais attends, c'est pas du tout intelligent. Sauf que c'est une mauvaise manière de considérer la chose, en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est véritablement la fonction. Parce que, en fait, si on prend cette manière de regarder l'intelligence artificielle, eh bien, en tant qu'être humain, en fait, là, on n'a pas une très bonne compréhension encore, mais disons que si on regardait dans la boîte ce qui se passe, on voit juste que c'est un signal électrique qui se propage, alors de manière hyper complexe, c'est une boîte hyper complexe, mais en pratique, un jour, on arrivera très probablement à découper en une séquence d'opérations le traitement de l'information qui permet d'aboutir à un comportement donné. Oui, sans doute que nous, on fait exactement la même chose. On regarde, on dit, tiens, ces mots-là, ils sont des mots qui nous paraissent aberrants, et on se dit, c'est du spam. Voilà.
Et donc, en fait, voilà, il faut retenir que c'est toutes les méthodes qui sont intelligentes, qui sont produites par des machines, et que ça peut aller finalement d'algorithmes très simples à base de recettes de cuisine. Hein. Si j'ai ça, alors je fais ça. Si j'ai ça, alors je fais ça. Ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup plus avant, qu'on appelle les systèmes experts. Et aujourd'hui, on va quand même vers des systèmes qui sont un peu plus complexes, parce qu'ils sont capables d'apprendre. Donc c'est plus un concepteur qui écrit les règles, mais c'est véritablement l'algorithme qui, par l'observation de tout un tas de données, est capable de comprendre, de généraliser quelles sont les règles qui vont lui permettre de produire le comportement intelligent. Alors toi, du coup, tu inclus pas forcément ce paramètre adaptatif et apprentissage à la définition même de l'intelligence artificielle. Parce que je sais que moi, dans le jeu vidéo, pendant longtemps, on appelle ça des IA, les ennemis qui agissent tout seuls. Et récemment, il y a beaucoup de gens qui reviennent dessus en disant bah non, c'est pas de l'IA, parce que c'est des algorithmes simples où tu as un input et un output qui changera jamais, etc. Et qui viennent dire que ce serait de l'IA qu'à partir du moment où tu vas avoir une adaptation au cours du temps et des parties, etc. Donc toi, tu le décorrèles. Non, alors en fait, je sais pas si c'est véritablement hyper important, mais du coup, pour répondre à ta question, tu vois, oui, c'est un ensemble très large de méthodes. Okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les méthodes les plus avancées ne sont plus les méthodes qui reposaient sur des règles. Et aujourd'hui, on a quand même des systèmes qui, parce qu'ils apprennent, semblent être aussi intelligents. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'idée que c'est pas la manière dont tu as répondu le problème qui est important, c'est quelle est la fonction qui est remplie. Okay. Et quand tu regardes les choses de cette manière-là, en fait, ça enlève tout le débat autour de oui, mais là, tu as vu, c'est un système de règles, donc c'est pas de l'IA. Ok, intéressant. Dans ton titre, il y a aussi algorithme de personnalisation. Qu'est-ce que tu entends par algorithme de personnalisation ? Alors, je sais pas si c'est par le bon bout, du coup, qu'on commence. Vas-y, si tu veux passer par un autre bout, je t'en prie. Parce que du coup, en fait, je parle d'algorithme de personnalisation dans le titre de la thèse, parce que l'objectif, c'est de prendre une formation. Donc, disons, pour l'exemple, un ensemble d'exercices pour apprendre les multiplications et les divisions. Super. Vraiment le truc que les gens adorent. Les gens adorent ça. Les enfants adorent ça. Et en fait, l'idée, c'est que dans une classe de 30 élèves, tu vas probablement avoir des élèves qui ont déjà atteint le niveau pour résoudre des divisions. Il y en a d'autres qui n'ont pas de niveau et qui doivent savent même pas faire une soustraction. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a un intérêt à ce que le prof soit en mesure de proposer des exercices qui soient adaptés au bon moment à l'apprenant qu'il est en face de lui. Sauf que c'est pas très compliqué à comprendre. Quand tu as 30 élèves en face de toi, tu peux pas proposer 30 exercices adaptés à chaque niveau de chaque élève à chaque fois. L'individualisation n'existe pas, ou peu, disons. Et donc l'idée, c'est, depuis maintenant plusieurs années, en fait, on essaye de créer des systèmes qui vont venir épauler le professeur et qui vont lui permettre de faire s'exercer ses étudiants de manière un peu plus autonome, mais surtout en recevant une trajectoire d'apprentissage qui leur est complètement adaptée. Et donc moi, c'est sur ce genre d'algorithme en fait, que j'ai bossé durant la thèse. En fait, peut-être pour faire un peu la pub ou pour expliquer un peu l'intérêt que ça peut avoir aujourd'hui, c'est des algorithmes qui étaient déjà en cours de développement quand moi je suis arrivé. Et c'est des algorithmes en fait qui sont déjà transférés dans le vrai monde. En fait, il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, quand Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale. Oui, bon, il a été ministre, ça a existé, tu vois. Mais il nous manque. Pas trop, mais pas tant. Emma, elle est pliée à côté. Mais quand il était là... Le public rigole, voilà, si jamais. Pour les gens qui n'ont pas le son. Quand il était là, en fait, il a annoncé que devait être mis à disposition de tous les élèves de seconde un logiciel d'aide, un logiciel éducatif pour l'apprentissage des maths, si je me souviens bien. Et ce logiciel, il est boosté par une IA qui est développée dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, on n'est pas juste au fin fond de notre laboratoire à essayer de produire des IA. Il y a un transfert qui existe et qui est déjà en place aujourd'hui. Et donc c'est cool parce qu'en fait, ces algos, ils ont déjà un impact dans le vrai monde. Et cet impact, il est important parce que l'éducation, c'est un peu une des pierres angulaires pour que nos sociétés fonctionnent correctement. Et pour autant, l'éducation, ça a
ou du moins la pédagogie, ça n'a pas bougé beaucoup depuis. Non, disons qu'il y a des sciences qui servent à ça, à savoir comment est-ce qu'on fait mieux pour mieux apprendre et comprendre comment marche le cerveau, et l'éducation nationale ne se met pas forcément à jour par rapport à ce qu'on sait, disons. C'est un peu le problème, mais ça avance petit à petit, mais c'est lent. Ok, donc en gros, tu fais des algorithmes qui permettent d'adapter des logiciels d'apprentissage, donc qui font des exercices, pour qu'ils s'adaptent au niveau des apprenants, donc des personnes qui sont censées faire les exercices. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu comment ça fonctionne, sur quoi est-ce que ça se base ces algorithmes? Est-ce que ça se base sur le comportement de l'individu sur l'instant T, ou est-ce que c'est en amont ils ont appris plein de trucs et donc ils te profilent un peu les gens en disant lui il est plus comme ci, lui il est plus comme ça, du coup je vais lui donner tel feedback? Alors il y a plein de manières de faire. Okay. Déjà je commence par là. Nous on a alors au sein du laboratoire Flowers du coup de l'INRIA, un des sujets principaux d'étude, c'est la notion de curiosité. Okay. Curiosité chez l'humain. Et donc, en fait, je parle un peu de l'équipe parce que leur manière de faire, je la trouve super pertinente. Il y a une première dimension, disons, d'étude véritablement de la curiosité chez l'humain. On va monter des expériences et on va mettre l'humain, par exemple, dans des situations d'exploration et on va regarder comment il explore. Okay. Qu'est-ce qui va le pousser à aller vers tel truc plutôt que tel autre truc. Donc d'ailleurs, la curiosité, c'est ça. C'est je vais investir plus d'énergie dans cette activité plutôt que telle autre. Et parfois, l'investissement de mon énergie dans cette activité, elle n'est pas liée du tout à une récompense externe. Ouais. Elle est liée au fait que moi, j'ai envie de passer du temps. Ouais. Peu importe ce qu'on te promet, des fois, tu t'en fous et tu veux faire autre chose, quoi. Moi, je peux jouer au paddle pendant à peu près 8 heures par jour. Et pour autant, je ne gagne pas d'argent à jouer au paddle. Vu mon niveau, clairement. Quand je me fais des runs d'Hades, je gagne pas de... on gagne pas d'argent là-dessus. Donc, on étudie la curiosité chez l'humain. Une deuxième dimension, c'est qu'une fois qu'on commence à comprendre comment la curiosité fonctionne, on va poser des hypothèses et on va essayer de se dire, bon, ok, si on essayait de créer un algorithme qui était doté de cette curiosité, comment on ferait ? Et donc, c'est ce que font une partie de l'équipe. Ils créent des intelligences artificielles qui sont dotées de cette capacité d'exploration curieuse. Donc, un exemple très concret, c'est j'ai un agent qui gère un Minecraft. Donc, mon IA, elle est en train de jouer à Minecraft. Ok. Et si vous avez déjà joué à Minecraft, vous savez qu'il y a quand même pas mal d'étapes avant d'aller tuer le dragon à la toute fin. C'est sûr, ouais. Et donc, en fait, il y a un besoin que ton IA, de manière curieuse, elle aille explorer son environnement. Taper des trucs pour fabriquer des trucs. Exactement. Et donc, c'est ça un petit peu le genre d'idée qu'on essaie de pousser, c'est d'opérationnaliser ce qu'on comprend chez l'humain de la curiosité, et puis de le mettre dans le cerveau, si on peut dire, de nos IA. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et puis, il y a une troisième dimension, qui est la dimension technologie éducative. En fait, à partir du moment où on commence à comprendre un peu comment l'humain apprend, pourquoi l'humain est curieux, quand on commence à avoir des IA qui sont dotées de cette curiosité, on se dit, on va peut-être essayer de construire des technologies, des logiciels qui vont susciter la curiosité chez l'humain dans des contextes éducatifs. Et donc, c'est ça qu'on pousse. Donc, en fait, l'intelligence artificielle qui est développée, elle n'apprend pas d'un tout un tas de données. Là, pour le coup, cette IA, elle va apprendre pour chacun des apprenants au fil de l'eau. Okay. Donc, elle est, disons, remise à zéro à chaque fois pour chacun des apprenants. Okay. Quand elle est face à un apprenant, ce que l'IA cherche à faire pour proposer des activités qui vont susciter la curiosité chez les apprenants, c'est qu'elle va chercher des activités pour lesquelles il y a un progrès d'apprentissage qui est potentiel. Cette idée de progrès d'apprentissage potentiel, il est super important parce qu'en fait, dans l'équipe, ce qu'on a pu étudier lorsqu'on regardait l'humain explorer de manière curieuse, c'est qu'en fait, on s'attardait plus longtemps vers des tâches pour lesquelles on était en train de progresser. Ouais. Le truc qu'on ne sait pas faire de base et qu'on a envie d'essayer de faire mieux ou d'apprendre à faire. Exactement. En fait, ça c'est pareil, il y a toute une littérature hyper intéressante sur la curiosité et pourquoi tu passes plus de temps à faire un truc plutôt qu'un autre. Il y a des gens qui expliquent que c'est parce que tu es surpris, il y a des gens qui expliquent que c'est parce qu'en fait tu veux réduire ton incertitude sur ce que tu prédis de ce qui va se passer. Okay, ouais. Et en fait, une des hypothèses qui est notamment développée par Pierre-Yves Houdeillé au sein de l'INRIA, c'est que tu vas justement être curieux de trucs pour lesquels tu es en train de progresser.
Okay. Et en fait, si on y réfléchit, progresser, ça veut dire réduire ta surprise, réduire ton incertitude. En fait, ça englobe pas mal d'autres hypothèses ou pas mal d'autres théories sur la curiosité. Il y a des chances qu'elles ne s'excluent pas les unes les autres de toute façon. C'est ça. Et en fait, ça rejoint aussi des théories de sciences de l'éducation super anciennes. Il y a une théorie, j'en parle parce qu'en fait, l'algorithme, il repose vraiment sur cette notion-là. C'est la théorie de la zone proximale de développement. Donc la zone proximale de développement qu'on appelle ZPD, pour les initiés. Cette ZPD, ça regroupe en fait toutes les activités qui sont pas trop faciles et pas trop difficiles. Ouais. Et généralement, on les décrit comme les activités qu'on peut faire avec un petit peu d'aide d'un pair. Et ça, c'est une notion qui est développée depuis super longtemps en psychologie du développement, en sciences de l'éducation. C'est sur ça que se basent la plupart des jeux vidéo, non ? Oui. Ouais. Parce qu'il y a une autre notion en fait qui après, et en fait tout est connecté bien entendu, mais si tu as des activités qui sont ni trop difficiles ni trop faciles, et tu vas avoir notamment une charge cognitive qui va être optimale. Donc qui va te mettre dans un état où tu as envie de rester. Donc c'est lié à cet état de flow dont on parle, dont je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui, mais tu peux le définir. On ne l'a pas forcément abordé dans le podcast, tu dis oui parce qu'on s'y intéresse. Nous, on connaît la définition, mais tu peux le donner aux auditeuristes. Mais l'état de flow, c'est typiquement quand tu es en train de jouer aux jeux vidéo depuis 18 heures sans t'arrêter, sans avoir pris de douche. Sans avoir respiré. Exactement. Mais que tu te sens bien finalement. Et que du coup tu vois pas le temps passer et que t'as pas envie d'arrêter, c'est exactement cette sensation, cette situation là où tu veux pas en sortir. Et ça, dans un contexte d'apprentissage, si tes apprenants ils sont dans un état de flow alors qu'ils sont en train d'apprendre des choses, ça serait tellement incroyable pour les profs de maths. Ça change pas mal la donne. C'est clair. Et donc je reviens à ma techno éducative, mais l'idée c'est du coup de faire rentrer nos apprenants dans ces états de flow, de susciter la curiosité, et donc on va chercher via cette hypothèse des progrès d'apprentissage des activités qui sont dans cette zone. Qui ne sont pas trop difficiles pour les personnes et qui ne sont pas trop faciles non plus. Exactement. Donc qui s'adaptent à leur niveau finalement. Voilà. Okay. Et donc en fait l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait ? C'est très simple. Il propose une activité à l'apprenant, l'apprenant y pratique, l'algorithme il récupère si l'activité c'est une réussite ou un échec, et à partir de là il va mettre à jour sa compréhension de ce que l'élève comprend ou ne comprend pas. Et donc à force de proposer, en fait l'algorithme petit à petit il est capable d'aller chercher les zones où il y a des activités. Et ce qu'il faut voir, c'est que ton apprenant, il n'est pas ce qu'on appelle stationnaire, il va pas rester avec un certain niveau de compétence. Ouais. Donc il va apprendre. Donc l'algorithme, il faut qu'il soit suffisamment adaptatif pour que, à un moment donné, quand l'apprenant maîtrise une activité, il arrête de proposer cette activité. Et donc il y a une évolution de la zone proximale de développement estimée pour l'apprenant que l'algorithme est en train avec lequel l'algorithme est en train de travailler. Okay. Et est-ce que ça intègre des données auto-rapportées du type est-ce que vous trouvez ça facile, pas facile parce que je suppose que ça intègre la vitesse typiquement de résolution du problème, mais est-ce que ça intègre vraiment l'avis de la personne sur est-ce qu'il a aimé, pas aimé, est-ce que c'était facile, pas facile ? Alors dans les premières versions de l'algorithme, c'était pas le cas. Sauf que c'est une notion qui est super importante parce qu'en fait ce qu'on s'est rendu compte en questionnant les gens sur leur propre compréhension de leur propre progrès, qu'en fait les gens n'étaient pas de bons estimateurs ça, c'est de leur progrès. La métacognition, c'est nul en métacognition. Désolé les gens. Effectivement, il y a une histoire de métacognition là-dedans qui rentre en jeu. Et donc, dans ce que nous, on a fait d'abord, c'est d'essayer d'apporter un support aux gens pour qu'ils estiment un peu mieux leur propre progrès d'apprentissage. Donc ça passe par quoi ? Ça passe simplement par de la gamification où tu vas amener le participant, l'utilisateur à comprendre que cette tâche-là, avant il était nul, et puis là, il a pris 10 points d'expérience. Okay. Il a level up. Et donc ça, c'était un premier truc qu'on a essayé. C'est plus ou moins concluant, mais c'est lié probablement à la tâche qu'on était en train de personnaliser. Peut-être que c'est la deuxième partie de ma thèse, et du coup ça, on va y revenir après. Et puis, il y a un autre truc qui sera peut-être mis en place dans les prochaines années, c'est effectivement d'intégrer directement cette mesure de progrès auto-rapporté dans ce que l'algo va considérer pour pouvoir proposer des activités. Ok. Si on revient sur ce que l'algo il va proposer aux utilisateurs, les tâches qui sont mises en place, c'est vous qui les écrivez du coup, j'imagine.
comment vous les créez? Est-ce que c'est fait du coup en lien avec des professeurs ou c'est vous imposez un sujet et vous essayez de designer une tâche qui est en lien avec ça? Comment vous mettez ça en place? Alors ça, c'est une très bonne question. Et en fait, ça fait la transition toute trouvée vers la seconde partie du titre de la thèse, qui est l'entraînement de l'attention. Mais peut-être pour répondre à ta question de manière générale, effectivement, c'est hyper important de bien comprendre quelles sont les activités et comment on fait pour augmenter le niveau d'une activité. Et donc les personnes qui aujourd'hui ont transféré ça dans l'éducation nationale, en fait, elles s'associent évidemment avec des profs, avec des chercheurs en sciences de l'éducation, et il y a un énorme travail encore aujourd'hui avec ce genre de système pour designer a priori des bons espaces d'activité. Mais alors, du coup, je vais pouvoir un peu expliquer ce à quoi on a appliqué ces algorithmes de personnalisation. Parce que moi, je ne me suis pas intéressé à des tâches de... Je prenais de mathématiques tout à l'heure. Oui, c'était l'exemple, mais ouais. En fait, alors je vais essayer d'être large et de faire l'entonnoir. Vas-y. Fais-nous une belle introduction de thèse. Et après, tu iras jusqu'à l'objectif et l'hypothèse. De tout temps. Les hommes après. Le début de phrase de l'introduction de thèse, c'est une catastrophe, je pense, pour tout le monde. Alors, en psychologie cognitive, ça fait longtemps qu'on observe que la pratique de certaines activités très spécifiques, d'activités qui sont designées pour faire appel à des fonctions cognitives particulières. Donc une fonction cognitive, c'est tout bête, hein, c'est une des capacités de ton cerveau. Donc par exemple, ton cerveau, il est capable de focaliser... c'est pas ton cerveau, tu es capable de focaliser ton attention sur un objet en particulier, comme tu es capable de diviser ton attention sur plein de situations, d'objets différents. Je suis en voiture, je suis capable de conduire, de parler, de manger, de répondre au téléphone, de changer la radio, de mettre plus fort la clim. Ah, de répondre au téléphone. de te détacher, de sauter du vol. Enfin, voilà. Tout sauf répondre au téléphone. Dans la limite de la légalité. Mais ça, c'est une des capacités de notre cerveau. Une autre, c'est la capacité de mémorisation à court terme d'informations. Si je te donne mon numéro de téléphone, pendant quelques secondes, voire minutes, tu es capable de retenir cette information-là. Donc, ces fonctions cognitives particulières, en fait, on a mis en place depuis très longtemps des activités qui sont capables de spécifiquement les cibler pour mesurer leur performance. Donc, par exemple, si je reviens à l'exemple de la mémoire, on va mettre en place une expérience où on va demander à un participant de lire une liste de mots et puis de rappeler cette liste de mots. Et on va compter le nombre de mots qui ont été rappelés. Domino, rouge. Genre le R et le I, je le connais un peu. Voilà, donc des activités comme ça, en fait, il y en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est que on observe depuis très longtemps que ta performance à ces activités très spécifiques, elle va corréler avec des performances dites de vie quotidienne. Par exemple, je vais être très bon en mémoire de travail, attention, toutes ces activités cognitives très spécifiques. Et après, je regarde ma performance académique et je me rends compte que je suis aussi bon dans la performance académique. Donc, s'il y a des corrélations, en fait, les chercheurs se demandent depuis longtemps si, en fait, il n'y aurait pas aussi un effet causal. Autrement dit, si je m'entraîne spécifiquement sur ces activités cognitives et que je deviens meilleur sur ces activités cognitives, est-ce que j'ai un transfert en vie quotidienne ? Est-ce que ça s'applique après à la vie de tous les jours ? Je peux le réutiliser, quoi. Exactement. Parce qu'on se dit que ces fonctions cognitives, en fait, c'est un peu les briques de base qui me permettent de fonctionner au quotidien. Et donc l'analogie qu'on prend souvent, c'est je suis un prof de sport, je reçois un athlète, un tennisman professionnel. Mon tennisman professionnel, je vais pas lui faire que jouer au tennis. Je vais aussi lui dire d'aller à la salle et d'aller faire un peu des biceps curls, des pompes, des activités de renforcement musculaire. Et ce renforcement musculaire, après, il va le transférer sur le terrain. Il va devenir un meilleur tennisman. Donc ça, c'est un peu la grande idée. Et ça a un intérêt... là, je prenais un sportif professionnel. En fait, il y a déjà des boîtes qui entraînent tout un tas d'équipes de NBA, de hockey, où ils proposent des dispositifs donc on appelle d'entraînement cognitif, qui font pratiquer à ces athlètes. Et puis, ce qu'ils espèrent, c'est que les athlètes soient meilleurs sur le terrain. Et ils font ça aussi dans le e-sport. Tout à fait. Oui. Le e-sport, pareil. Mais il y a des populations où c'est encore plus intéressant. Typiquement, des populations qui sont cérébro-lésées, des populations vieillissantes. Ces populations-là, si tu arrives à trouver une voie non médicamenteuse qui leur permette
de mieux vivre au quotidien. Ouais, de récupérer des fonctions perdues, on va dire. Exactement. Et bah, c'est tout gagné. Et donc, ça fait très longtemps que, en fait, c'est un domaine de recherche qui existe et qui est très débattu. Au sein de la communauté, on a certaines preuves que personnellement, moi, maintenant, je trouve plutôt convaincu, solide sur l'idée que ça peut être intéressant. Mais il y a tout un tas d'autres preuves qui montrent que effectivement, ça marche pas toujours. Alors, quand je dis ça marche pas toujours, une des observations qu'on a, c'est que si ça marche pour certaines personnes, ça marche pas pour tout le monde en fait. Okay. Et donc, tu as une espèce de variabilité entre les individus de réponse à ce genre d'intervention qui est hyper importante. Et donc, on se demande tous pourquoi il y a cette variabilité. Bon, en fait, quand tu fais des sciences humaines, tu te rends vite compte qu'il y a toujours de la variabilité. Oui. Il faut passer au-dessus. Mais nous, une des hypothèses qu'on a fait quand j'ai commencé ma thèse, c'est qu'en fait, les programmes d'entraînement qui étaient proposés à l'époque n'étaient jamais personnalisés. Ouais, ok. Ou alors, ils étaient personnalisés, mais pas d'une manière très intelligente. Ouais. Et donc, c'est devenu un des enjeux de la thèse, que de réutiliser les algorithmes de personnalisation qu'on avait développés et de les adapter au contexte de l'entraînement cognitif pour voir ce qui se passait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, du coup, en transférant les algorithmes de personnalisation, on s'offrait un nouveau cadre d'études qui devenait super intéressant, parce qu'il différait énormément des cadres précédents. Avant, on les avait principalement utilisés, ces algorithmes de personnalisation, pour adapter des contenus pour des mathématiques pour des enfants. Des cours, apprendre des choses à l'école. Ouais. Et là, on passait sur des activités qu'il fallait pratiquer. Mais attention, pour que ça commence à fonctionner, c'est pas une demi-heure une fois, c'est 10 heures réparties sur 15 jours. Ouais. Et donc, ça implique aussi de nouveaux défis parce que là, typiquement, on a pu étudier l'impact de notre personnalisation, mais sur du beaucoup plus long terme, sur des activités aussi où l'estimation de ton progrès d'apprentissage, il est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que moi, le programme qui m'intéressait, c'est un programme de personnalisation pour une intervention sur l'attention visuelle. Donc, typiquement, l'exercice, il ressemblait à un peu au jeu où j'ai trois gobelets, je mets une balle en dessous d'un des 3 gobelets, je tourne les gobelets, puis il faut retrouver où était la balle. Okay. Donc ça ressemble un peu à ça. Et en fait, avec cette activité-là, après, tu peux modifier la difficulté avec plein de paramètres différents. On pourrait imaginer que je rajoute 10 gobelets. Tu augmentes la vitesse, tu augmentes... Voilà, je peux mettre plus de balles à regarder en même temps. Et donc, typiquement, nous, c'était un des trucs qu'on faisait. On augmente le nombre de cibles à suivre en même temps. Tu peux augmenter le nombre d'objets au total. Tu peux augmenter la distance, la proximité plutôt entre les différents objets. Tu peux augmenter le temps de suivi. Tu peux diminuer le temps de réponse. Et donc, tout ça, ça offre un nombre de paramètres très importants à considérer pour faire varier la difficulté. Et donc ça rend aussi du coup l'exercice de personnalisation beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait eu avant, parce que là, a priori, on n'est pas vraiment capable de savoir comment évolue la difficulté quand je me déplace dans cet espace de paramètres qui est multidimensionnel. Ouais. Genre, parfois, en fait, je vais... me déplacer sur l'axe du temps de suivi, ça va pas impacter parce que la vitesse elle est très basse, mais en augmentant le temps de suivi et en augmentant légèrement la vitesse, là ça y est, la performance se décroît. Ouais. Et donc il y a une espèce d'interdépendance entre les différents paramètres qui rend la tâche de personnalisation en fait vachement plus compliquée. Et c'était exploré sur une population générale du coup, ou sur des personnes lésées justement pour faire des rétablissements de fonctions Alors d'abord sur une population de jeunes adultes. Okay. Et en fin de thèse, on a passé des personnes plus de 65 ans. Donc population dite vieillissante, âgée en sciences cognitives et en neurosciences. Et qu'est-ce qui vous a poussé à, justement, tu parles du fait qu'il y a énormément de paramètres potentiellement impliqués et à modifier pour vous. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de partir sur un modèle plus limité du coup ? C'est quoi qui vous a poussé à prendre quelque chose de peut-être complexe ? Ça, c'est une bonne question. En fait, tous ces paramètres-là, dans la littérature, ils semblent impacter la performance. Okay. Et du coup, tu peux te dire que si tu pars avec moins de paramètres, et peut-être tu passes à côté de l'importance de tous les autres. Et de la progression pour cette personne, potentiellement. C'est ça.
Et en fait, l'algorithme, il n'était pas tant limité par le fait qu'il y ait plein de paramètres. L'algorithme, c'est pas qu'il s'en fout, c'est que en fait, c'était pas un vrai problème pour lui. Okay. Disons que ça augmente effectivement le nombre d'activités proposables, mais en pratique, les gens, ils pratiquaient 2500 épisodes sur 12 heures. Donc 2500 épisodes présentés, tu vois, ça laisse un peu le temps à l'algorithme. Alors, oui, de voir ce que tu as compris et de ce que tu n'as pas compris. Et donc sur le principe, chaque sujet va avoir une évolution des paramètres de son activité différente, qui sera adaptée à ses propres qualités et faiblesses, entre guillemets, quoi. Exactement, okay. C'est toute l'idée. Et du coup, l'idée, c'est que donc il y a une personnalisation qui arrive grâce à l'algorithme, mais au-delà de la personnalisation, normalement, l'algorithme il est censé aussi susciter la curiosité, parce que c'est des activités qui sont ni trop difficiles ni trop faciles, et donc ce qu'on va tester, ce qu'on va regarder en fait au fil de ces interventions, c'est est-ce qu'il y a une évolution de la performance, bien sûr, mais aussi on va aller tester des mesures de motivation intrinsèque, donc de curiosité des participants. Et on regarde au fil de l'eau, est-ce que ça chute, est-ce que ça reste constant, Et comme ils sont dans des conditions expérimentales, je suppose que vous leur laissez pas vraiment le choix de faire la tâche. Du coup, vous mesurez la motivation avec des échelles ou des... Ouais, c'est échelle, mais tu peux aller regarder des variables un peu indirectes. Tu peux regarder, est-ce que mon participant, il fait beaucoup d'activités, tu vois. Parce que en fait, entre chacune des activités, le participant il peut prendre une petite pause. Donc quelqu'un qui est pas très motivé, tu vois, quand t'es pas dans le flow, tu vas prendre 25 pauses. C'est ça. Mais si t'es dans le flow, tu peux. Donc on peut regarder ces métriques là. Ensuite, comme ma thèse, elle a commencé durant la superbe période du Covid. Oh. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période, c'était génial. C'était dans le déni. Ouais. Un petit peu, ouais. Je sais pas, moi je l'ai passé sur Twitch, donc. Donc c'était une bonne période. Ça allait, hein. Et donc en fait, à ce moment-là, il a fallu envisager une expérience qui soit faite de manière complètement en ligne. Et donc, on peut pas tout contrôler. Donc les gens, on les fait pratiquer, on leur demande de jouer à telle date. T'es un humain, t'as pas envie de passer 10 heures de ta vie sur 15 jours. Alors tu t'engages, donc tu le fais quand même. Mais bon, tu peux sauter un jour, tu peux tout ça. Donc on pouvait regarder ça aussi. Ouais, Est-ce qu'ils sont donnés à fond ou pas, toi ? Ouais, j'ai la même chose pour mes expériences. S'ils font le minimum pour avoir l'indemnisation, c'est que, a priori, c'est pas fun pour eux. S'ils me font 100% et qu'ils plafonnent le truc, c'est qu'ils ont trouvé ça sympa. Oui. Et il y avait beaucoup de sujets, du coup Alors, c'est difficile de recruter, parce que c'est des expés qui sont super lourdes. Ça dure 15 jours de ta vie, quoi. Donc, ouais, c'est pas les plus simples. Il faut avoir envie, mais... disons que, alors on avait deux populations, des populations recrutées en faisant des appels à l'université, comme c'est fait de manière assez classique. Mais on avait aussi des populations qui étaient payées. Donc on utilisait une plateforme de microservices qui s'appelle Prolific, qui est une plateforme de recrutement. Et en fait, par ce biais-là, évidemment, t'as un biais justement, parce que tu recrutes des gens qui sont payés pour pratiquer ton activité. Mais bon, disons que tu peux supprimer l'effet de ce biais parce que tous les gens que tu compares sont payés. Donc, d'une certaine manière, dans cette population-là, tu peux comparer les gens. Et ça permet de faciliter quand même grandement le recrutement. Et puis, d'une certaine manière, c'est aussi plus simple pour toi en tant que chercheur de te dire que tu vas payer quelqu'un qui passe son temps pour toi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout du moins à l'INRIA en France, c'était très très compliqué de rétribuer des participants qu'on recrutait autrement que par des plateformes de microservices. Ok. Donc, vous n'avez pas de système de mise en place de bons d'achat ou des trucs comme ça ? Très compliqué. Ok. Donc possible, hein, mais beaucoup plus simple de payer des gens par ces plateformes-là. Et le chat fait des bêtises. Il s'ennuie. Tu veux venir parler ? Mais il y a un casque. Il est vachement intrigué en plus. Peut-être la photo avec le chat, ouais. Ok. Est-ce qu'on bascule peut-être sur des résultats que tu as pu avoir et que tu peux nous donner c'est pas souvent qu'on a quelqu'un qui a déjà soutenu et qui est déjà dans le post-thèse. Donc, est-ce que tu peux nous donner certains résultats intéressants Alors, à l'issue de la thèse, on avait du coup ces deux populations, des jeunes et des moins jeunes, disons. Et ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, l'algorithme de personnalisation, il marchait plutôt bien.
Ok. Alors, il y a 1 milliard de métriques qu'on regarde, mais typiquement la plus significative, c'est qu'on fait passer des activités cognitives avant l'entraînement, puis on fait passer les mêmes activités cognitives après l'entraînement. Et on regarde, est-ce que les gens se sont améliorés grâce à l'intervention. Okay. Et donc quand on fait ça, alors évidemment la batterie cognitive qu'on utilise, qui est d'ailleurs une batterie qu'on a développée dans le cadre de ma thèse, et qui aujourd'hui elle est réutilisée dans plein d'autres projets, donc ça c'est une des contributions de la thèse. Cette batterie cognitive, elle nous montrait que typiquement les tâches qui sont proches de l'activité entraînée, ces tâches-là, il y a une amélioration pour les deux groupes, donc les gens du contrôle et les gens qui avaient l'entraînement personnalisé. Donc c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que les gens jouent pendant 10 heures et qu'ils s'améliorent quand même sur au moins quelques activités. Ça sert au moins un peu à quelque chose. Et au-delà de ça, en fait, pour les populations jeunes, il y avait une amélioration sur plus d'activités cognitives que pour le groupe contrôle qui s'entraînait sans personnalisation. Ok. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que probablement l'algorithme, parce qu'il personnalise, il est capable d'aller explorer l'espace des activités proposables de manière plus fine, plus intelligente que l'autre algorithme qui n'est pas un algorithme de personnalisation. Donc ça, c'est un autre résultat intéressant. Et peut-être, sans parler des milliards de résultats qu'on avait, le troisième résultat intéressant, c'est que chez les populations plus âgées, ça ne marche pas aussi bien. Ok. Et donc là, en cause, très probablement, il y a ces histoires de métacognition, ces histoires de est-ce que je suis capable d'estimer très correctement ma Mes progression, capacités, mes ma capacités. progression, ouais. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres variables qui seraient à considérer et qu'on considère dans l'analyse des résultats qu'on fait, parce que typiquement, aujourd'hui, c'est limité à 2 semaines d'entraînement, mais en fait, peut-être qu'il faudrait un dosage plus important. Un temps plus long pour les Voilà. personnes âgées, ouais, potentiellement. Exactement. Moins de flexibilité, donc sûrement plus difficile de faire bouger Voilà. les variables. Et puis, il y a aussi une histoire d'être à l'aise avec l'outil numérique. Est-ce que ça rentre pas aussi? Ouais, En fait, c'est il y a sûr. plein d'autres variables qui vont rentrer en ligne de mire. Mais la recherche ne s'arrête pas là. En fait, il y a plein de projets qui continuent avec cette idée-là. Donc, typiquement, là, on a des interventions qui vont commencer dans pas très très longtemps avec des patients qui sont cérébrolésés, là, typiquement. Ok. Et donc voilà, ça continue. Et puis en fait, ça a eu le mérite, au-delà des résultats qui sont peut-être pas les résultats les plus significatifs, mais de toute façon, on s'attendait pas à avoir des résultats extraordinaires. On s'attend probablement jamais à ça en sciences. Non. Au-delà de ça, en fait, ce que ça a permis, c'était peut-être de pousser cette idée dans la communauté de l'entraînement cognitif qu'on peut peut-être faire mieux sur les manières dont on personnalise les interventions. Parce que du coup, j'en ai pas vraiment parlé, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais le groupe contrôle qui suivait l'intervention, elle suivait une intervention qui était très similaire à ce que tout le monde fait, où la difficulté, elle est personnalisée entre guillemets. En tout cas, elle est dite personnalisée par tous les gens qui faisaient de l'entraînement cognitif jusqu'alors, parce qu'elle suit un algorithme qui est un algorithme qu'on appelle en escalier. Genre, je réussis 2 ou 3 fois d'affilée. Oui, d'accord. Ouais, Et t'as un palier, quoi. C'est ça. Si je réussis 3 fois d'affilée, hop, la difficulté augmente. Si j'échoue une fois, ça diminue. Et donc, en fait, c'est certes une forme de personnalisation, mais c'est une personnalisation qui est absolument pas fine. Ouais, elle est linéaire, quoi. C'est tout le monde la même. Exactement. Et donc, voilà, c'était peut-être pour moi une des contributions les plus importantes, parce que au-delà des résultats, en fait, ça permet de dire à la communauté, peut-être intéressez-vous à ça. Ok. Ok, Donc, trop bien. en gros, si on généralise un peu, les conclusions de ta thèse, c'est que au niveau des fonctions cognitives, si on veut entraîner les fonctions cognitives, potentiellement c'est possible, et il vaudrait mieux le faire de façon personnalisée, c'est-à-dire adapter l'entraînement à la difficulté personnelle qu'ont les gens, Ouais, c'est ça. pour les challenger, pour qu'ils soient plus curieux pour le faire, et qu'ils aient un intérêt croissant à essayer de s'améliorer pour mieux performer ensuite. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Moi, à chaque fois, pendant tout ce que tu as raconté, j'avais en tête mes runs d'Hadès et je me disais ça serait super que les bots ils s'adaptent à mes difficultés pour me challenger, parce que à la fin tu sais, les salles tu les cleans hyper facilement, là tu arrives, tu dégommes tout le monde et tu sors. Et en fait si des fois ils faisaient non toi t'es nul pour faire ça, je vais te niquer là-dessus, ça serait super. Voilà. Ouais. Après, il faut le mettre en lien avec la frustration et Ouais, voir non, mais si faut jauger si ça génère pas. pour la peut-être. curiosité, tu vois. Non, mais à fait. complètement. Ouais. Mais en fait, il y a 1 milliard de situations où cette individualisation, elle est pertinente, elle est utile.
Et bah, peut-être ça me permet de parler juste d'un autre sujet pour accrocher, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, mais peut-être les gens sont déçus parce que j'ai pas parlé de ChatGPT ou de ce qu'on entend être l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je fais le lien juste une demi-seconde avec ChatGPT. En fait, bon, c'est pas pour nous se la raconter, mais disons que ChatGPT, la manière dont il a été entraîné, c'est très proche de ce que nous on a fait, ce qu'on faisait déjà en fait à l'époque. Ce que j'entends par là, c'est que ChatGPT, c'est une très grosse machine d'abord qui cherche à prédire le mot suivant dans une phrase. Et ça fait que ça. Donc ça regarde Internet, tu prends une phrase d'Internet, tu coupes le dernier mot de la phrase et tu demandes à ChatGPT de prédire le dernier mot. Au début, il apprend à faire ça. Et quand il apprend à faire ça, en fait, il apprend à maîtriser le langage. Donc c'est super cool. Sauf qu'il maîtrise le langage, mais il maîtrise pas encore le fait de dialoguer avec un humain. Et donc, pour le faire devenir ton gros système en un chatbot, ce que tu fais, c'est que tu le mets face à des humains. Et pour une question donnée, il propose par exemple 2 réponses. Et l'humain, il va choisir quelle est la bonne des 2 réponses. Et donc, en faisant ça, il améliore son comportement. Et en fait, si vous faites le parallèle avec ce que nous on faisait, en fait, l'algorithme, il propose un truc. L'humain, il répond autre chose. Et enfin, l'humain répond par rapport à ce truc qui lui a été proposé, et l'algorithme il modifie son comportement pour justement ajuster à ce que l'humain lui renvoie. Et donc ça, si vous voulez, Brillant Société s'appelle Reinforcement Learning with Human Feedback, le RLHF, et nous c'est ce qu'on faisait déjà depuis. Mais bon, juste du coup pour voilà, ça me permettait juste de faire le lien avec ChatGPT. C'est des algorithmes qui sont quand même vraiment très différents. Nous, ce qu'on met en place, c'est des algos qui apprennent évidemment des interactions avec les humains, donc qui apprennent des données, mais qui sont quand même très contraints entre guillemets. Ils sont capables de faire que ça, ils sont très spécifiques, mais c'est important parce qu'on veut qu'ils le fassent bien. Tout à fait. ChatGPT, c'est quand même un algo qui est quand même beaucoup plus général dans ce qu'on l'amène à faire. Et ce qu'on va voir très probablement quand même dans les prochaines années, c'est ça que va apporter ces modèles de langage, et ça va être probablement un très gros game changer dans les technologies éducatives, c'est que aujourd'hui, l'humain, quand il discutait avec le système, quand il pratiquait l'exercice, le système il voit réussite ou échec. Là, on va avoir des modèles qui comprennent le langage, donc en fait, on va pouvoir avoir une conversation, un feedback qui soit verbalisé, et pareil, des consignes qui soient personnalisées, mais à l'échelle du langage, ça va probablement changer beaucoup de choses, et c'est pour ça que toutes les boîtes de EdTech aujourd'hui se lancent dans ce challenge-là, d'utiliser des l'IA générative, et principalement générative de texte. Ok, super. Dans ce que tu as dit, j'ai eu l'impression que ChatGPT, du coup, il s'adapte à l'utilisateur aussi quand il te répond. Alors, plus ou moins. Il faut distinguer 2 phases. La phase d'entraînement de ChatGPT, où il voit tout Internet d'abord, et il apprend du coup à produire du langage cohérent. Ensuite, il produit des réponses, et l'humain lui dit « Ah, c'est plutôt celle-là, c'est plutôt celle-là ». Donc ça, c'est effectivement, il s'adapte à l'utilisateur à ce moment-là. On dit qu'il s'aligne en fait sur une morale, une façon de dialoguer. Mais cette phase-là, ensuite, elle est, disons, figée. Le modèle, quand il sort de ça, il est plutôt figé. Et c'est face à ce modèle figé que tu vas interagir. Mais avec le modèle figé, il y a quand même une forme de personnalisation qui va apparaître, parce que ce modèle figé, il a une forme de mémoire de travail, si on veut. Et cette mémoire de travail, elle va lui permettre de garder des informations qu'il va pouvoir utiliser dans la génération de la phrase. Et donc typiquement, si au tout début de la conversation, tu lui dis « Je suis un élève de seconde qui est en train d'apprendre à résoudre des polynômes du second degré », il l'a en mémoire, et normalement, si le modèle est bien entraîné, il cherche à s'adapter. Mais effectivement, en fait, ça, c'est une grosse question de recherche aujourd'hui. Comment on va pouvoir amener de la personnalisation dans ces gros modèles de langage, dans ces chatbots. Et il y a des papiers intéressants aujourd'hui qui sortent, qui montrent que c'est vraiment pas suffisant. Et dans les prochaines années, ça va être un très gros enjeu. D'avoir des modèles qui sont suffisamment généraux pour produire un langage cohérent, sortir de leur cadre et tout, mais en même temps être des bons pédagogues, à bien s'adapter aux étudiants qui sont en phase 2. Parce que j'ai l'impression en discutant avec ChatGPT quand je m'en sers pour le boulot, que déjà il garde en mémoire à peu près relativement bien ce que je lui sors, mais
de ce que j'entends de façon générale, j'avais aussi l'impression qu'il peut-être personnalise un peu trop des fois et qu'il part un peu tout seul dans je veux satisfaire la personne et donc je suis capable de dire n'importe quoi dans la mesure où ça satisfait la personne que j'ai en face de moi. Oui, en fait, c'est une tâche qui est difficile quand tu regardes pour une machine parce que tu lui demandes d'un côté d'être général, flexible, malin, smart, et de l'autre d'être spécifique. Ouais, c'est ça. Genre d'être adapté à ce que t'es, à ce que tu veux et tout. Et il n'a pas forcément la bonne réponse à cette question parce que c'est hyper spécifique. Ouais, voilà. Donc, non, c'est un enjeu dans les prochaines années, mais clairement, c'est un enjeu important parce que tous les modèles pourront utiliser disons, toutes les technologies éducatives utiliseront ce mode d'interaction. Et c'est super parce que, en fait, si tu regardes la littérature de sciences de l'éducation, quand on parle pour la première fois de zone proximale de développement, le chercheur qui en parle, c'est Vygotsky. Quand il en parle, il dit c'est un pair, donc un partenaire social qui est souvent un peu plus avancé, qui par le biais du langage va permettre de faire avancer l'étudiant. Et l'interaction, il y a un véritable dialogue, il y a un ping-pong. Et donc ce ping-pong avant il était peu possible parce que quand t'as pas un modèle qui maîtrise le langage, tu pouvais avoir l'utilisation du langage naturel comme le moyen de communication, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on prévoyait à l'avance les possibles questions, quoi. Oui, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout dans un truc naturel, alors que maintenant, j'imagine que vous avez essayé d'avoir des discussions curieuses avec ChatGPT. Tu peux faire du ping-pong autant que tu veux, et ça t'amène dans des directions. Moi, je l'utilise souvent pour faire de l'idéation, pour aller creuser des sujets, et puis d'aller très très loin, repartir plus global. Enfin, c'est... Oui, on n'est plus du tout dans t'as justement des cases préconçues et lui il essaie de te mettre dans une case et il répond en fonction de ça. Il est vraiment dans essayer de prédire ce que tu vas dire et de ce que tu dis, il essaie de voir qu'est-ce qui est la meilleure manière de te répondre de tout ce qu'il sait sur... Pour te satisfaire. En fait, c'est un modèle de préférence, ChatGPT. Donc, il veut satisfaire l'humain. Donc, effectivement, pour satisfaire l'humain, il faut avoir une réponse adaptée. Donc, Et juste sur ce point, tu dis que tu dois passer par une phase de confirmation sur les infos qu'il va prendre avec un humain qui va dire oui ou non. Ou, je sais que pour les reconnaissances d'images aussi, ça se fait beaucoup. Voilà, le canard, il est là dans l'image et pas à côté, etc. Dans quelle mesure ça va être un frein pour des algos publics de laboratoire d'avoir ce feedback-là par rapport à Google qui peut... tester ses algos et le faire valider par l'ensemble de la population. Par 8 milliards de personnes. Est-ce que vous avez des moyens de contrecarrer ça ? Est-ce qu'il y a un monde où c'est faisable par que quelques utilisateurs ou vraiment ça va être un problème C'est un problème. Okay. C'est un problème. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être trop peu su par les gens, c'est que ces énormes modèles de langage, quand ils sont entraînés et qu'ils sont dans cette fameuse phase où ils discutent avec des humains, les humains qui sont utilisés, parce que pour le coup ils sont utilisés pour améliorer le modèle, c'est des gens qui sont sous-payés dans des pays sous-développés. Tout à fait, ouais. Et donc ça, il faut le répandre un peu plus quand même, que ça a un coût, il y a un coût, je sais pas, éthique, moral, enfin, il faut avoir en tête que c'est pas anodin en fait d'entraîner des modèles de cette manière-là. Et peut-être le parallèle qui est le plus parlant, selon moi, les gens qui font de la réponse à des modèles comme ça, c'est exactement la même chose que les gens qui faisaient de la modération sur Facebook en voyant des vidéos horribles toute la journée. Et vérifier le contenu, machin, pour ban ou pas potentiellement la vidéo. C'est pour moi du même ordre, quoi. C'est... Ouais, dans le précédent épisode, je recommandais Cache Investigation parce qu'on en regardait souvent et il y en avait un spécialisé sur ce sujet-là. Alors c'était sur les téléphones en l'occurrence, donc à la fois le travail dans les mines pour extraire les métaux rares, etc. Et par ailleurs pour entraîner les algorithmes dans des pays... Le pays en question, ils avaient des centres immenses, des entreprises immenses où il y avait du coup les plus riches des pauvres qui travaillaient là-bas pour justement juste cliquer toute la journée pour dire... Avec un rendement tu dois avoir répondu à tel nombre d'images par jour, enfin des conditions de travail catastrophiques, quoi. Donc, Et je pense qu'il faut aussi relever un autre fait, c'est que les entreprises majoritairement américaines et aussi beaucoup chinoises, mais je pense qu'on est plus en contact avec des modèles américains. Ces entreprises-là, lorsqu'elles sont sur cette fameuse phase d'entraînement du modèle,
on dit qu'elles alignent le modèle sur une morale. Et ça implique énormément de choses. Ça implique qu'il y a une vision du monde qui est injectée dans le modèle. Ouais. Et qui est notre vision du monde occidentale, blanche. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, dans les prochaines années, il y aura des questions à se poser parce que si on est amené à utiliser de plus en plus ce genre de modèle pour s'instruire, regarder l'actualité, tout ça, il y a des grilles de lecture du monde qui nous entoure. Et ces modèles-là, ils sont entraînés avec une certaine vision. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est Google, c'est OpenAI, c'est Microsoft qui diffusent leur façon de voir le monde. Ouais, qui la choisissent. Donc, ok. Bon, il faut remonter l'ambiance là parce que c'est déprimant. J'allais parler d'ambiance, tu me fais une perche incroyable. Pendant ta thèse, du coup, donc on a fait tout ce qui s'est passé d'un point de vue théorique, technique. Comment s'est passée ta thèse d'un point de vue personnel ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu étais bien encadré ? Tu avais une bonne ambiance ? C'est un truc que tu recommandes, la thèse, ou bof ? Oui, je recommande. Faites une thèse, c'est super. 5 étoiles sur TripAdvisor. 5 étoiles. Non, mais moi j'ai eu cette chance-là en fait, d'être accompagné par des gens qui sont super. D'ailleurs, en fait, pour l'anecdote, quand j'ai fait mon stage de recherche, c'était le Covid, j'ai pas vu beaucoup les gens. Le projet a avancé, je savais qu'ils voulaient continuer sur une thèse sur ce projet-là, mais il n'y avait pas de sous. Ouais. Du coup, il y a un moment où il faut trouver ce que tu fais après, donc j'ai commencé à postuler sur d'autres sujets de thèse. Et en postulant, j'ai réussi à avoir une thèse académique financée dans un autre laboratoire. Et donc je suis revenu à l'INRIA en disant c'est pas contre vous, mais moi je veux m'assurer un futur, donc faut que j'ai un travail. Voilà, c'est ça. Et le sujet m'intéressait beaucoup dans l'autre laboratoire, et donc quand je suis revenu à l'INRIA, on m'a dit nous on aimerait bien travailler avec toi quand même, parce qu'on avait déjà mis en place des choses et puis humainement ça se passait très bien. Et donc on a trouvé ce fameux, parce que ça je l'ai peut-être pas dit non plus, mais la thèse c'est une thèse financée par OnePoint, c'est une thèse CIFRE. C'est une thèse CIFRE. C'est une thèse CIFRE et en fait et oui, et donc en fait à ce moment-là c'est justement à ce moment-là qu'on a configuré cette thèse CIFRE. Mais je me suis retrouvé dans un moment où j'avais le choix du roi, c'est-à-dire que on me proposait la thèse CIFRE et on me proposait la thèse académique déjà financée. Et donc je devais faire un choix entre un sujet qui me plaisait beaucoup dans l'autre laboratoire mais avec des gens que je connaissais pas, et le sujet mon sujet de thèse qui en l'occurrence me plaisait moins, mais pour lequel j'allais pouvoir travailler avec des gens que j'aimais bien. Et donc j'ai choisi de travailler avec des gens que j'aime bien. Et ça, je recommanderais, je pense, à tout le monde de faire ça. Le sujet est évidemment important, parce que c'est un sujet sur lequel tu bosses pendant plusieurs années. Mais c'est plus important d'avoir des gens qui vont te laisser des choses pendant des années encore après, parce qu'en fait, ton sujet, au bout de 3 ans, quand tu l'as fini, tu as écrit ta thèse, tu peux passer à autre chose. Voilà, tu peux le mettre dans un tiroir et puis en parler. Alors que les contacts et la posture de chercheur que tu as appris au contact des chercheurs qui t'encadrent, ça c'est un truc que tu gardes pour toujours, quoi. Et ça donc, te fait un réseau, et puis tu peux penser à des collabs futurs, même si tu changes de sujet, il y aura toujours des ponts à faire. Exactement. Donc moi je pense que cette aventure humaine, parce que c'est une vraie aventure humaine, elle doit être vécue avec des gens avec qui ça se passe bien. Et donc ça doit être un des critères importants de sélection au tout début, quoi. Je pense que 90% des gens nous ont fait ce retour, je pense. Choisir les collaborateurs avant le sujet en lui-même. Bon, évidemment, dans la limite... Parce qu'il y en a toujours en fait, qui choisissent pour le sujet. Et parmi ceux qui choisissent pour le sujet, il y en a plein, ils se retrouvent encadrés par des personnes où ça se passe hyper mal. Ça peut être un risque, quoi. Humainement, c'est pas terrible. Et c'est un peu difficile d'atterrir dans un labo où tu connais personne et tu sais pas trop comment ça va se passer. Et je conseille aux gens d'aller discuter avec les postdocs et les doctorants sur place, parce que c'est eux qui savent le mieux comment ça va se passer, l'ambiance. Complètement, ouais. Mais alors maintenant que tu as fini ta thèse depuis 1 an, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire ça a été quoi la suite ? Est-ce que tu as continué dans la recherche ? Est-ce que tu as galéré ? Est-ce que tu es parti dans le privé ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis resté dans la recherche. Ok. Je suis resté dans la recherche, mais j'avais envie de faire un virage, disons, dans les sujets abordés. Parce que du coup, comme je l'ai décrit jusqu'alors, c'était intelligence artificielle, mais c'était aussi beaucoup de psychologie cognitive. Et la psychologie cognitive, c'est une manière de traiter la façon dont l'information est traitée par le cerveau, mais qui utilise souvent un niveau d'abstraction qui est flou, entre guillemets.
Si je peux donner un exemple, notre mémoire de travail, donc la mémoire où l'information elle rentre à court terme et où on fait un maintien actif, on va pouvoir la décrire avec des boîtes et on fait des flèches entre les boîtes et on dit l'information elle doit passer là et puis ensuite elle passe là. Mais disons qu'on schématise beaucoup et en fait à raison parce que c'est très compliqué et donc pour pouvoir mener des expériences c'est suffisant pour pouvoir commencer à poser des hypothèses et puis avancer. Sauf que j'ai trouvé ça parfois un peu insatisfaisant parce que tu vas changer une flèche dans ton modèle et tu vas avoir tout qui s'effondre et tu n'es pas capable de le vérifier expérimentalement parce qu'en fait tu as trop de variables et bon, on fait beaucoup d'approximations et beaucoup de concepts qu'on découpe un petit peu mais qui restent théoriques. Donc ça me plaisait pas trop. En fait, c'était cool de découvrir ça et de aussi me dire je comprends comment les communautés fonctionnent avec ce niveau d'abstraction, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus fin. Et donc j'ai commencé un postdoc en février dernier au CEVA. Donc le CEVA, c'est globalement un gros institut de recherche français qui travaille sur plein de domaines physique, électronique. Je ne vais pas tous les citer parce qu'en fait, ils travaillent sur globalement tous les sujets scientifiques possibles. Mais au BARP, donc proche de Bordeaux, on a ce qu'on appelle un laser mégajoule. Laser mégajoule, c'est une espèce d'énorme laser dont c'est pas le petit laser avec lequel tu joues avec ton chat. J'allais dire le laser, peut-être que ça fait lever une oreille là-bas. Ouais, mais alors le problème c'est que si je le fous au centre du laser, il n'y a plus le chat. Les conditions de pression et de température, c'est ce que tu as au cœur d'une étoile. Il n'y a plus le chat, il n'y a plus l'appartement non plus. Non. Il y a pas rien. Et globalement, mon chat c'est mon fils, donc c'est impossible. On mènera pas l'expérience. Mais voilà, il y a un instrument scientifique hyper cool pour pouvoir faire notamment de la physique nucléaire, la physique des plasmas, des trucs que je comprends pas. Mais on m'a donné un peu l'opportunité d'aller bosser avec des gens là-bas et de bosser, alors notamment avec quelqu'un qui, je parlais du niveau d'abstraction, d'avoir un niveau d'abstraction un peu plus bas, qui fait ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles. Ouais. Donc les neurosciences computationnelles, globalement, c'est partir du fonctionnement du cerveau, mais à des échelles plus proches de la cellule, et d'essayer de créer des modèles qui s'inspirent de ça. Et donc là, aujourd'hui, moi, je me situe à ce niveau d'abstraction-là, et j'essaie de... typiquement, la tâche que j'essaie de résoudre, c'est une tâche de navigation spatiale. Je suis dans un point A, je veux aller à un point B, et en fait, nous, en tant qu'agents biologiques, on dispose dans notre cerveau la capacité de créer des cartes du monde. Et on est capable, dans ces cartes du monde, de les explorer, d'aller d'un point A à un point B dans notre tête, si on veut. Et donc moi, c'est ce que j'essaye d'implémenter dans les IA. La représentation spatiale et le circuit dans les neurones de l'information. Exactement. Donc c'est des modélisations de l'hippocampe, particulièrement. Et sans rentrer dans les détails, mais il y a des cellules qui permettent de faire des cellules de grille, par exemple. C'est des cellules qui, quand tu marches dans une direction tout droit, un neurone de ces cellules-là, il s'allume toujours à intervalles réguliers dans cette direction. Et en fait, tout ça permet de créer ces cartes cognitives. Donc c'est tout un tas de cellules différentes, qui ont des comportements différents. Et donc nous, on essaie de les modéliser. Et puis, parce qu'on est à ce niveau d'abstraction-là, on sait exactement ce qui se passe, ça permet de tester des hypothèses, mais disons que c'est un peu plus, je dirais pas précis, mais concret. Voilà. Ouais. Et ça me satisfait un peu plus dans la manière de poser le problème. T'aurais adoré ceux qui travaillent sur justement la représentation spatiale et les spikes des neurones dans le cerveau quand tu te déplaces, quand ta souris elle se déplace sur ta map et que ça fait. Moi j'ai une petite souris modélisée dans un petit labyrinthe que je fais tourner. Et pareil, son cerveau il fait. Il a des petites moustaches, quand il touche les murs, il se retourne et souvent il se prend le mur. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait un peu ce virage-là, mais j'ai continué en postdoc et moi dans l'idée j'aimerais pouvoir poursuivre encore à faire de la recherche. Pourquoi pas avoir une expérience de recherche aussi dans une industrie, dans le privé. Là c'est un contrat de combien de temps que tu as C'est CDD de 2 ans. Ok. Qui sera peut-être renouvelé 2 ans. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ok, trop bien. Ok, cool. Je pense qu'on a fait un bon tour de la thèse et de ton parcours. Est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas fait sur ta thématique de recherche ou quoi, non ? On est bien ?
Ouais, je pense que c'est pas mal. Ça couvre un peu Donc, tout c'est ce qui a trop été cool. fait. De toute façon, on va pas saouler plus les auditeurs. Ceux qui détestent l'IA sont en PLS, hein, ça fait 1h17. On n'a pas parlé beaucoup d'IA. Non, ça va. Ça va. En On l'a vrai. pas dit assez. Non, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien pour vendre. Trop cool. On n'a rien à vendre. Le podcast, il coûte beaucoup d'argent. Il rapporte aucun argent. Bah, on veut vendre, oui, si, justement, le fait que nous, on aimerait bien pouvoir, C'est pas rémunéré pouvoir continuer. Nathan Eh non, Alors, bah, si tu c'est peux- rémunéré pour personne. Ah, merde. Je vais te rassurer. Non, en plus, j'ai vraiment rien sur moi. Je suis venu les poches vides. Je t'aurais proposé peut-être de l'eau, mais non, je sais même pas Je peux ça. te filer le carnet si tu veux. C'est ça. Ça va. Est-ce qu'on se fait des recommandations culturelles avant de se quitter? Ouais. Des petits trucs qu'on kiffe en ce moment? Est-ce que t'en as une, toi, Maxime? Est-ce qu'il y a un truc que t'as kiffé? Une série, un film, une musique, un jeu vidéo, n'importe quoi? Alors moi, c'est pas récent, Ouais, c'est pas grave. mais en fait, comme je reviens de vacances, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien le rappeler quand même. J'ai lu pendant les vacances une autrice qui est trop peu connue en France. Je sais pas vraiment pourquoi elle est si peu connue, alors qu'en fait, elle a une œuvre qui est phénoménale, qui s'appelle Ursula Le Guin. Je sais pas si Ok. vous avez déjà entendu parler d'elle. Jamais. Non. Mais qui est une autrice de SF qui dépeint des... Alors c'est vraiment des traités de... Ça dépasse la SF pour moi, c'est des traités de sciences politiques, de sociologie, enfin, c'est hyper bien écrit. Et donc moi j'ai lu là Les Dépossédés, mais elle a une œuvre qui est beaucoup plus conséquente avec tout un tas de bouquins. Et je recommande vivement Ursula Ok. Le Guin. Voilà, ça vaut le coup. On m'en parlait depuis super longtemps et je voulais pas y aller. Et là, j'y suis allé. Et bravo aux gens qui m'avaient conseillé. Merci à eux. Ok. Pas mal. Vas-y, toi, si t'as. Moi, il faut que je. Cool. Je Oui, je joue à un jeu vidéo en ce moment qui s'appelle Dispatch. C'est un jeu vidéo narratif. C'est fait par des anciens du studio Telltale, donc c'est un studio qui était maître dans l'art de faire du jeu narratif. Et donc là, c'est plusieurs employés qui ont fondé leur propre studio, je crois, avec des anciens d'Ubisoft aussi. Et vous êtes un chargé de mission pour super-héros. En gros, au sein du jeu narratif, il y a aussi un jeu de gestion où pour telle ou telle mission, il va falloir envoyer le bon héros avec les bonnes statistiques. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est à la fois narratif avec des choix à faire dans les dialogues, etc. Mais il y a aussi un vrai mini-jeu de gestion Ouais. au sein du jeu. Et c'est vraiment Moi, bien j'aime beaucoup la fait. gestion. L'animation, elle est vraiment superbe. Je pense qu'à la base, c'était plutôt destiné à être un film ou une série d'animation, et ils l'ont transformé en jeu vidéo, et ça se voit parce que c'est. Ouais, mais de base, c'est sorti par épisode. Ça sortait une Ouais, fois ouais. par semaine. Ah ouais, stylé. C'est C'est 8 vraiment, épisodes et du coup, c'est comme ok. une mini-série. Ouais. Donc il y a vraiment vraiment des longues Mhm. scènes de dialogue et après, toi, t'as des trucs où t'interagis. Et il y a vraiment ce truc de gestion où t'envoies tes petits super-héros. Ok. Donc, ça fait longtemps que C'est j'avais super pas fait vilain, d'ailleurs, un jeu narratif aussi qualitatif. Honnêtement, c'est vraiment cool. Quelques reproches sur l'écriture, je dirais, juste un ou deux points. T'es un peu trop forcé à faire des romances telles qu'elles sont prévues. Les romances sont uniquement hétérosexuelles, et bon, je me dis qu'en 2025, ça peut être sympa d'introduire un peu plus de variété. Et l'écriture est parfois, ça se voit que c'est des hommes qui ont écrit et qui sont en mode, bon voilà, ça vole pas très haut, je trouve, dans l'humour, honnêtement. Mais bon, passer ces points, je trouve que c'est vraiment très qualitatif, et je vous incite à y jouer. Et le personnage principal, c'est Aaron Paul. Oui, effectivement. Qui, pour moi, je trouve que c'est son meilleur doublage. Je suis vraiment pas fan de l'acteur. Ok. Breaking Bad, pour ceux qui ont pas. Ouais. Désolé à mes fans sûrs de Breaking Bad. Moi, je l'aime pas trop, Aaron Paul. Et là, il est vraiment fort. Et puis, ils se sont alliés avec Critical Role, qui est une émission de jeu de rôle aux États-Unis assez big. Et donc, le principe, c'est des acteurs qui jouent à du jeu de rôle, donc qui incarnent vraiment leur perso. Et là, ils sont utilisés pour le doublage du jeu. Donc, il y a un doublage très qualitatif. Donc, voilà. Malgré quelques petits défauts, je vous invite à jouer à ce jeu. C'est vraiment très sympa. Mais donc, il n'y a pas encore de personnalisation dans le jeu vidéo, quoi. Non, Dans le narratif. pas assez. Bah, souvent, il C'est y des a. trucs préconduits, quoi. Ouais. Enfin, Bah, le trade est vraiment pas évident entre une histoire bien écrite, bien construite, mais du coup tu la fermes un peu. Mm. Souvent, si tu ouvres beaucoup, ben, tu perds vachement en incarnation, quoi. Donc je pense que c'est vraiment difficile. Et puis aussi là, c'est un petit studio, donc les ambitions, elles étaient pas Ouais, hyper bien sûr. élevées en termes de narration. Mais oui, c'est vrai que c'est peut-être qu'un jour on aura un jeu qui s'adapte, mais on en est loin. Bah tiens, vu qu'on est en train de parler de ça et qu'on Ouais. est en train de parler de recommandations,
Je vous invite à aller regarder une IA qui est sortie récemment qui s'appelle Marble AI, qui est capable de générer des environnements 3D à partir d'un prompt. Et en fait, ça, pour l'avenir du jeu vidéo, c'est extrêmement prometteur parce que si tu es capable à la volée de créer des scènes 3D cohérentes. Typiquement, vous faites du jeu de rôle demain soir. Oui, c'est sûr. Mais pour ton environnement de JDR. C'est vrai que c'est un très bon processus. De toute façon, l'IA a un potentiel fou dans le cadre du jeu vidéo. Malheureusement, pour l'instant, l'utilisation qu'on en a est calamiteuse et surtout utilisée pour ne pas payer des employés. Bien sûr, Typiquement, on peut parler Dark Raiders qui vient de sortir et le jeu a l'air super par ailleurs. Mais pour le doublage, ils ont fait venir des comédiens de doublage un jour. Ils leur ont fait faire 4 lignes de dialogue. Et ensuite, ils ont généré un ensemble de répliques à partir de ces échantillons de voix. Donc, tu les fais venir 1 heure, tu les fais bosser. Et en fait, tu squeezes les 40 heures de travail d'après nécessaires. Tu les payes 20 balles et c'est ça. Donc, pour l'instant, les utilisations sont assez calamiteuses. Mais bon. Tout dépend de qui s'en sert. C'est un outil, de toute façon. Donc, voilà. C'est la façon dont on s'en sert qui va faire que c'est intéressant ou que c'est une catastrophe dans un monde capitaliste. Spoiler. Et le capitalisme ne va pas permettre de réguler l'utilisation de l'IA. Il ne s'autorégule pas. Ça part pas dans le bon sens, a priori. Et toi, une recommandation peut-être? Ouais, moi je vais vous faire une reco pour les Bordelais. Désolée pour les non-Bordelais. Parce que l'épisode... celui-là va pas sortir au bon moment, mais c'est pas grave, je vais en recommander un autre. Il y en a d'autres. Je vous recommande de suivre Manté Mauve sur Instagram, qui est une drag queen de Bordeaux, qui fait plusieurs scènes drag régulièrement, notamment, c'est quoi déjà son truc de base? C'est les... Je vais le retrouver. Ah, le nom, impossible que je l'ai. Si, je l'ai. Allez. Regarde. Ouais, je vais regarder. Tant pis, je vais regarder. Échec de la reco. Les bacchanales, voilà, c'est ça que je cherchais. Les bacchanales, c'est 1 fois par mois. Donc c'est une scène drag qui fait avec... qu'elle fait, mais que Tom fait avec d'autres personnes, notamment Dionysie. Et ils en font 1 fois par mois, mais je vous invite à la suivre, Manté Mauve, parce qu'elle fait d'autres scènes drag de plus en plus maintenant, en plus de ce qu'elle organise, et notamment une qui sortira a priori après que vous soyez passé, mais il risque d'y en avoir d'autres. C'est organisé par l'Avelu et ça va être au Starfish, donc je suppose que le Starfish va se mettre à faire un peu des scènes drag, et je sais aussi de source sûre qu'il y a le Philippe qui a un bar queer qui a ouvert à Bordeaux, qui va aussi commencer à faire des scènes drag. Ils en ont fait une cette semaine, et de plus en plus il risque d'avoir ce genre d'événements. Donc je vous invite à suivre la scène drag de Bordeaux pour les Bordelais. Parce que ça évolue quand même pas mal et ça évolue a priori dans le bon sens. Okay, cool. C'est sûr. De toute façon, vous pouvez suivre le Wash Bar qui accueille souvent ce genre de performances. Donc il y a le Starfish qui a l'air de s'y mettre, et c'est lequel où on est allé la dernière fois? C'est pas l'atelier B? Non, c'est pas l'atelier B. Non, ça c'était le podcast. Le Pulp. Donc n'hésitez pas à suivre ces bars aussi si c'est le genre de prestations qui vous intéresse. Nous, on a grave kiffé, puis on a des potes qui en font. On a une bonne scène drag à Bordeaux, et là où c'était problématique pendant quelques années pour certains, là ça commence à mieux se structurer et à être un peu plus quali d'un point de vue organisation. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Maxime, d'être passé dans le podcast. Est-ce que ça t'a plu, cette petite expérience? J'ai adoré. Eh ben super. Pareil, c'est un sujet qui nous intéresse de fou, donc c'était trop cool de t'avoir. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager. À mettre des petites étoiles. C'est possible sur les plateformes principales. Il y a possibilité d'évaluer les podcasts. N'hésitez pas à faire ça, nous suivre sur Insta. Si vous avez envie de passer ou connaissez quelqu'un qui a envie de passer, vous n'hésitez pas à nous contacter. Pareil sur Instagram. Insta ou le mail, n'importe. Nous, on est très chaud pour recevoir tous les sujets. Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut. Salut.